Bonjour à tous, bienvenue pour votre journal hebdomadaire du district de Nyon. Au sommaire de ce 29 novembre, une large page consacrée aux affaires politiques et financières du Conseil régional Région de Nyon. On prendra des nouvelles également de l'agroscope de Changin. Et en plateau, on donnera la parole notamment à Alexandre Démétriades, conseiller communal socialiste, mais aussi député au Grand Conseil, avec qui l'on parlera de la hausse d'impôts de la ville de Nyon. Et puis en fin d'émission, départ pour le Léman Running Tour 2018 en faveur du Téléthon. L'agroscope de Changin ne sera pas démantelé. Après des mois de réflexion et de négociation, la Confédération a décidé de ne pas donner suite à son plan de réorganisation des centres nationaux de recherche agronomique. Les explications avec le syndic de Nyon, Daniel Rossela, qui s'était investi pour ce sauvetage. Un sujet signé Florian Cavalieri. L'agroscope de Changin est sauvé, et ce, pour la plus grande joie du syndic de Nyon qui s'est personnellement investi pour ce sauvetage. C'est une très bonne nouvelle, effectivement. On espérait que le conseiller fédéral Schneiderman prenne la décision avant de s'en aller. C'était attendu, espéré. Et puis finalement, le scénario qui a été choisi, c'est le meilleur. Comme le relève le vice-président de Région de Nyon et responsable politique économique de cette association de communes, ce départ aurait eu des conséquences désastreuses pour la région et plus particulièrement l'école de Changin. Puisqu'il y a un certain nombre de locaux qui sont partagés, notamment pour la cave, et qu'il y a des recherches qui sont faites en commun. Donc nous sommes vraiment très soulagés parce que l'école d'œnologie, c'est quelque chose de très important pour Nyon aussi. Et puis l'agroscope, ça fait partie de l'ADN de notre région. Et ce d'autant plus que l'agroscope venait d'être modernisé pour plusieurs dizaines de millions de francs, notamment pour la construction d'un nouveau bâtiment. Quand on vient sur place, on ne peut pas imaginer une seconde qu'on va abandonner un bâtiment qui est flambant neuf, pas encore inauguré et qui aura coûté au total 90 millions. L'élu a donc pris son bâton de pèlerin pour convaincre, entre autres, la Commission fédérale des finances. Je les ai invités pour un repas, leur expliquer pourquoi, pour notre ville, pour notre région, c'était un enjeu majeur. Et puis, je suis très satisfait parce que leur visite sur place leur a montré que vraiment on partait dans une mauvaise direction. Et ils ont fait des propositions qui ont finalement été acceptées par la Confédération. Mais cette victoire, c'est aussi la victoire de toute une région mobilisée, des communes au Conseil d'État, en passant par ses députés. Le Conseil d'État, notamment Philippe Leub, a fait sa part. Les députés, à l'initiative de Fabienne Frémont-Canton, ont aussi fait une résolution. Les gens d'Agroscope qui étaient tenus à la discrétion, voire au silence, ont quand même aussi alerté les gens. Pour ma part, j'ai organisé des rencontres, sensibilisé les gens, écrit à bon nombre de parlementaires. Si les nuages semblent cette fois être enfin passés, le syndic de Nyon espère même voir l'agroscope se développer, notamment au travers de partenariats publics-privés. En tout cas, moi ce que j'espère, c'est que Changin reste un centre de recherche agronomique avec à la fois l'agroscope et peut-être d'autres démarches avec des privés ou d'autres partenaires qui pourraient continuer de donner du dynamisme à Changin. Toujours à Nyon, suite à la hausse de 4 points d'impôt votée par le Conseil communal et à la constitution du comité référendaire contre la hausse d'impôt constitué par le PLR, UDC et les Verts libéraux, c'est à présent un groupe dit informel qui est mis sur pied et qui se bat en faveur de cette hausse d'impôt. Alexandre Démétriades, bonjour. Bonjour. Vous faites partie justement de ce groupe, vous êtes également conseiller communal socialiste et député au Grand Conseil. Vous aviez voté en faveur de cette hausse d'impôt, pourquoi ? Alors, pour plusieurs raisons. Déjà, la première chose, c'est de dire qu'on n'est pas pour une hausse d'impôt comme ça. On est pour une hausse d'impôt à certaines conditions. Là, plusieurs conditions étaient réunies. D'une part, parce que c'était nécessaire. Les finances communales, ça a été dit à plusieurs reprises et pour plusieurs raisons, étaient dans le rouge. On avait des problèmes de finances communales.
un des gros éléments qui intervient, c'est la réforme de l'imposition des entreprises. Et si on regarde maintenant pour la ville de Nyon, c'est ça qui nous grève le plus notre budget. Ça nous faisait un budget déficitaire qui venait à 17 millions. Pour réduire ce budget déficitaire, on a dit on fait un effort. C'est à la fois la municipalité elle-même qui fait un effort en allant faire des économies dans son propre budget, 3,3 millions, un petit budget d'austérité on peut dire, et la population est appelée à faire également un effort. On a une population qui est relativement riche, un point d'impôt qui vaut pas mal, ça veut dire qu'en augmentant de 4 points d'impôt, ce qui n'est pas énorme en comparaison à d'autres communes, on arrive à dégager 6 millions de francs. Et ça, c'est pour éviter de détériorer plus les prestations. Donc voilà les raisons qui nous ont poussés. Et puis on en a d'autres de raisons, qui est notamment de dire qu'on est dans un contexte où cette hausse nyonnaise est supportable au regard, d'une part, des autres communes qui ont des points d'impôt plus hauts, et de réformes cantonales qui vont faire que, en fait, et c'est ça qui compte, dans la poche des Nyonnais, en 2019, ça ne sera pas une péjoration de leurs finances, pour une grande partie des Nyonnais. Donc, plusieurs choses que vous nous dites, on va y aller étape par étape. Donc mercredi soir, vous êtes justement réunis avec ce groupe. Qu'est-ce que vous avez décidé concrètement ? Bon, il a simplement été clairement décidé de se constituer en groupe de soutien. Pour un groupe informel, je vous interromps. Pourquoi un groupe informel parce qu'on n'a pas encore arrêté la modalité exacte de notre appellation. Est-ce que c'est un comité, est-ce que c'est une association ou autre? Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que c'est un groupe informel composé de personnalités politiques du conseil communal qui disent on va aller expliquer à la population pourquoi on a accepté cette hausse et pourquoi elle est nécessaire pour le fonctionnement de Nyon dans le prochain court terme. Maintenant, on n'a pas encore arrêté, si c'est des partis politiques, la composition exacte de ce groupe. Simplement, on sait déjà que dans le courant de décembre, on va déjà sortir du bois, entre guillemets, au même moment en fait que les référendaires risquent de le faire. Les référendaires, justement, parlons-en, puisque nous leur avons donné la parole, constituée il y a quelques jours. Les explications au micro de Florian Cavalieri. On s'est vu à plusieurs reprises, on a fait pas mal de séances. Donc, le comité référendaire est constitué d'environ 20 personnes, des personnes tant issues du politique que des citoyens. Et on s'est constitué en comité pour récolter les signatures en vue d'un référendum pour que le citoyen puisse se prononcer par rapport à l'augmentation d'impôts à Nyon. Comment va se passer cette campagne de récolte de signatures ? Alors écoutez, dans un premier temps, on doit attendre la publication dans la FAO. Ça devrait arriver normalement en fin de semaine, le 30. Ça doit être validé par le canton. Suite à cela, on va déposer à la municipalité notre demande de référendum qui devra être validée par la municipalité. Et une fois qu'elle sera validée, le tampon sera posé dessus, on pourra lancer la récolte de signatures. Quand espérez-vous que cet objet passe en votation ? Écoutez, le calendrier, c'est un peu compliqué parce que les prochaines votations sont prévues autour du 10 février. Le délai sera certainement très court, mais on peut imaginer une votation au printemps 2019. Et qu'est-ce qui va se passer pendant ce temps avec les impôts pour les Nyonnais ? Écoutez, les impôts ont été acceptés par le conseil communal, le taux d'impôt a été accepté. Ça veut dire que les taxations seront effectuées sur cette base et en fonction de la décision populaire, il y aura une rectification qui sera faite après coup. Pour défendre cette hausse d'impôt, Alexandre Démétriades, vous nous avez expliqué qu'il y avait plusieurs raisons, notamment par rapport à cette hausse de 4 points d'impôt, toujours que les citoyens auraient des bénéfices. Lesquels ? Alors en fait, comme je vous ai dit, l'élément qui grève le plus les finances communales, en fait, il y en a qui ont dit c'est la péréquation ou autre. Si on regarde bien le budget 2019, en vrai, ça n'est pas le cas, parce que la péréquation diminue un tout petit peu. L'élément qui grève le plus le budget, c'est la réforme de la fiscalité des entreprises. On perd 11 millions, la ville de Nyon, compensé par 2 millions, voilà. En plus de cette réforme de la fiscalité, que les Vaudois ont accepté à 87%, que le district de Nyon a accepté à 90%, il ne l'a pas accepté pour rien, il l'a accepté parce que c'était un pacte de la droite et de la gauche de ce canton. Dans ce pacte, il y a d'un côté, on baisse la fiscalité des entreprises,
On peut débattre des heures sur le montant qui a été décidé. Maintenant, ça n'est pas la chose, ça a été accepté. L'autre élément qui vient avec, c'est la nouvelle loi sur les subsides à l'assurance maladie. La préoccupation première des Suisses, c'est combien ils doivent payer de primes maladie. Ça a été dit récemment par une étude. Mais cette loi, quelque part, subsides, elle est là. Qu'il y ait hausse d'impôts ou pas, elle est là. Cette loi, elle est là de toute façon. On dit le plafonnement les personnes qui doivent payer des primes ne doivent pas payer plus que 10% de leurs revenus pour leur famille. Alors après, c'est clair, on peut dire, oui, mais de toute façon, les Nyonnais vont avoir cette hausse de primes, donc même sans augmentation d'impôts. Oui, ça c'est clair. Par contre, il y aura des prestations à couper. Parce que pour avoir un budget normal, on doit couper non seulement les 3 millions qui ont déjà été décidés, mais s'il n'y a pas de hausse d'impôts, c'est 6 millions de plus. Donc c'est à peu près 6 millions qu'il faudrait couper en plus. Pour se donner une idée, 6 millions, ça représente toutes les subventions à la culture, toutes les subventions au sport, toutes les subventions, une grande partie des subventions au social, ça représente presque, par exemple, aussi notre police intercommunale qu'on doit payer. Donc nous, ce qu'on dit, c'est de dire, c'est supportable cette hausse d'impôts au regard des réformes cantonales qui sont en route. Si on n'augmente pas ces impôts, ça se fera. On aura les revenus nyonnais, les revenus disponibles des Nyonnais restera encore plutôt correct, parce qu'il y a une hausse cantonale des subsides, mais par contre, les prestations nyonnaises, ça c'est clair, elles devront baisser. Et ça nous paraît assez irresponsable, parce qu'on est une ville qui est particulièrement attrayante, parce qu'on a un tissu associatif qui est phénoménal, il s'agit de le préserver. La faute à qui, Alexandre? J'ai pas compris. Irresponsable, donc la faute à qui, Alexandre? Irresponsable, c'est de ne pas avoir assez anticipé les réformes qu'il y avait, notamment de la fiscalité des entreprises. Et ça, on ne peut pas le reprocher à la municipalité de Nyon, parce qu'en 2014, si je ne me trompe pas, ou 2015, elle avait dit « on a des écoles à construire ». C'est ça qui nous coûte ces derniers temps, qui a fait une hausse de budget la plus importante. C'est qu'on a dû payer 130 millions pour des infrastructures d'écoles, et on a un budget de fonctionnement de ces écoles qui est important. Ça, on l'a décidé en 2015, si je ne me trompe pas, ou 2014. À ce moment-là, on savait qu'il y aurait la réforme de l'imposition des entreprises, on savait qu'il y aurait une baisse des recettes fiscales. À ce moment-là, on a dit, on propose une hausse de point d'impôt affectée à ces écoles, et dès qu'elles sont payées, cette hausse d'impôt baisse. Avec ça, on n'aurait pas dû arriver aujourd'hui à une hausse d'impôt. En l'occurrence, je dois le rappeler, qui est présentée par qui? Ce n'est pas la gauche qui le présente, ce n'est pas la municipalité de gauche qui le présente, c'est la nouvelle municipalité qui est arrivée au pouvoir en 2016 et qui est largement majoritaire à droite. Pourtant, ces pertes budgétaires de 17 millions, elles sont là. Donc, je répète ma question, la faute à qui? Alors là, elles ne sont pas là. Elles le sont à condition qu'on revienne sur le petit budget d'austérité qui a été fait, la baisse de 3 millions, et qu'on n'augmente pas les impôts. Si on reste dans l'état actuel, on aura une perte déficitaire de 8 millions et non de 17 millions. L'image des riches qui pleurent la bouche pleine, notamment du côté du canton, ça vous agace? Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est que dans notre district, on a des points d'impôt en comparaison au niveau cantonal qui sont vraiment bas. Je veux dire, si une personne habite à Nyon, elle paye moins d'impôts que si elle habitait à Lausanne. Ça, c'est l'autonomie communale, elle a le droit de le faire. Par contre, on a un canton qui fait que du jour au lendemain, si on a envie, on a le droit de déménager. Avec ce fait, on a une politique sociale qui est cantonale, qui touche tous les habitants du canton de Vaud. Et on a une solidarité entre les communes. Maintenant, moi, si j'entends un syndic d'une petite commune qui n'arrive pas à augmenter ses impôts, qui est censé, mais qui n'arrive pas à le faire, et qui dit « aidez-moi », là, j'entends ce message. Par contre, de dire « il faut absolument réformer la péréquation parce que le canton fait n'importe quoi », attention à ce discours, parce que qui il faut convaincre au niveau cantonal pour réformer la péréquation, ce n'est pas le Conseil d'État, c'est les 300 communes du canton de Vaud. C'est eux qui décident comment fonctionne la péréquation. On a une réforme de la péréquation qui vient en 2023, et je pense que notre district, qui est plutôt riche, il y a des habitants qui sont dans la difficulté, mais on a un district qui est plutôt riche. Il doit modérer son discours, il doit modérer absolument son discours s'il veut essayer d'aller convaincre les quelques 250 autres communes du reste du canton, parce que la péréquation dans l'état actuel des choses, elle avantage quand même une grande partie des communes. Il n'y a pas toutes les communes qui se plaignent de cette péréquation. Et vous venez de soulever un autre point, vous avez parlé de communes riches, pourtant il y a tout un pan de la population, justement aussi des gens dans le besoin, dans les chiffres que vous nous avez présentés. Les personnes seules, qu'est-ce qu'on fait du cas des personnes seules et qui devront faire face à cette hausse d'impôts? Alors, les personnes seules, en l'occurrence, elles n'auront pas,
plus difficilement l'accès à des subsides pour payer leur prime maladie, mais ça veut dire qu'elles payent moins de 10% de primes. Si elles n'ont pas d'accès, ça veut dire qu'elles payent moins de 10%. Donc forcément, elles ont des charges comparées à des familles qui sont plus basses. Donc ce mécanisme d'aide, il n'intervient pas. En revanche, ce qu'il faut savoir, et ça c'est un autre élément de réforme cantonale qui ne va pas que toucher les personnes qui sont le plus dans le besoin, mais qui va toucher tout le monde, c'est que d'ici 2022 ou 2023, je ne suis pas complètement sûr, il y aura en tout une baisse, un équivalent de baisse de 3 points d'impôt au niveau cantonal. 2 points de coefficient cantonal qui vont baisser. Ça, c'est une mesure qui va évidemment arranger le plus en termes monétaires les personnes à plus haut revenu, parce que c'est elles qui payent le plus d'impôts, et une hausse des déductions pour frais de garde et paiement de primes maladie. Donc, même si on regarde, si on s'extrait un peu de la situation nyono-nyonaise et qu'on regarde au niveau du canton, j'ai l'impression qu'on a un développement qui est relativement harmonieux, une préservation des prestations dans l'ensemble du canton. Si on se compare à d'autres cantons, ces temps-ci, j'entends beaucoup parler de Neuchâtel, la situation me paraît très grave et je pense qu'on a de la chance d'être dans notre canton. Il y a forcément des petits arrangements à faire pour qu'au niveau institutionnel, les communes et le canton s'en sortent, mais disons-nous qu'on a de la chance d'habiter dans notre canton, vraiment. Et donc vous dites, pour résumer aux citoyens qui nous regardent, qui n'ont pas de soucis à se faire face à cette hausse d'impôts? Évidemment non, je ne suis pas en train de dire qu'ils n'ont pas de soucis à se faire, parce que forcément, une personne qui ne touche pas de subsides, qui doit tout d'un coup payer plus d'impôts, évidemment, ça peut être problématique, même si ceux qui en payent le plus, c'est ceux qui ont le plus moyens d'en payer. C'est ça le système des impôts. C'est un système qui est juste, à mon sens, et je me bats pour. En revanche, le problème qu'il y aurait, c'est si tout d'un coup on n'augmentait pas ces impôts, ou si tout d'un coup les finances de l'État ou de la commune allaient mal à cause d'une absence de prélèvement de l'impôt, quelles sont les conséquences? C'est les prestations que ce canton et ces communes fournissent. Et là, une personne qui a des enfants, qui est inscrite dans un club de sport ou autre, verrait tout d'un coup la facture de son club de sport augmenter peut-être un peu parce que la commune ne vient plus aider le club de sport. Donc je pense qu'on a maintenant un système qui va plutôt bien. On demande exceptionnellement une hausse d'impôts aux gens. En plus, à Nyon, on le demande de manière temporaire. Si la situation s'améliore, on va revenir en bas. Je pense que oui, il y a des moments... Ça me paraît possible, étant donné que notamment les indépendants qui ont fait le pivot dans ce vote au conseil communal, eux ont dit c'est la condition, c'est de dire on accepte. Moi j'y crois. J'y crois, mais à condition qu'on puisse se le permettre. Il ne faut pas baisser les impôts si on ne peut pas se le permettre. Ça, c'est un truc qui est très grave. Des pays ont expérimenté, ils ont payé le prix 10 ans après. Alexandre Démétriades, merci pour ces précisions et donc la suite, notamment lors du prochain conseil communal le 11 décembre. Merci. Une autre commune attend impatiemment son prochain conseil communal, c'est celle de Chavannes-des-Bois, où certains membres du conseil général demandent à ce que la commune ne fasse plus partie du financement solidaire du conseil régional, le DISREN. Florian Cavalieri a fait le point sur les finances avec le syndic Roberto Dotta. Alors c'était une discussion un petit peu animée, mais ce n'était ni la première ni la dernière séance du Conseil général de Chavannes-des-Bois qui aurait été animée. Ça arrive quand il y a des sujets qui sont un petit peu plus chauds, qui intéressent davantage les conseillers, comme c'est notamment le cas avec le taux d'imposition pour l'année suivante ou d'autres sujets qui peuvent intéresser davantage les conseillers. Alors justement, là, on parlait finances, on parlait du taux d'imposition. La municipalité avait demandé une hausse. Le conseil général a accordé que la moitié de cette hausse. Expliquez-nous comment ça s'est passé. Je pense que ça fait suite à la séance du conseil de l'année passée sur le même sujet. Le conseil, sur proposition de la commission des finances, a de nouveau donné son avis en faveur d'une approche des petits pas, donc une augmentation d'année en année s'il y a nécessité, alors que la proposition de la municipalité voulait arriver à un équilibre financier plus rapidement, de manière aussi à pouvoir réduire les emprunts qu'on avait fait ces dernières années.
Alors cette politique des petits pas, il y a un chiffre qui est articulé, c'est une hausse de 20 points d'impôt pour Chavannes-des-Bois. Le Conseil général vous a accordé en 2 temps, chaque année, il y a à peu près une hausse d'environ 4 points. Comme je vous dis, c'est le Conseil qui tranche, qui a le dernier mot, qui a décidé qu'il faut aller dans cette direction-là avec les petits pas. La municipalité prend note. On fera notre mieux avec l'augmentation qui nous était accordée par le Conseil et puis on tourne la page. Autre sujet épineux, il concerne le DISREN. Une partie des conseillers voudrait vous voir quitter ce dispositif d'investissement régional tout en restant dans Région de Nyon. Alors, sur le fond de cette situation économiquement un petit peu délicate, il y a une motion qui demandait à la municipalité, dans un délai de moins d'1 mois, de présenter un préavis concernant la résiliation du DISREN. Chose impossible. Alors, voilà, la municipalité a demandé le non-entrée sur cette motion à cause du délai qui est impraticable, du fait que nous sommes convaincus du bien fondé de notre appartenance à la région de Nyon et au DISREN. Et troisième point, il y avait aussi une ambiguïté dans la proposition parce que, comme vous le savez peut-être, il y a actuellement un avant-projet de révision des statuts de la région de Nyon qui est en cours et cette proposition veut justement intégrer le DISREN dans les statuts de la région de Nyon. Donc, on n'est pas sûr de pouvoir quitter le DISREN à l'horizon fin 2020 ou 2021 parce qu'il y a toujours un délai de résiliation de 2 ans. Exactement. Et puis il y avait encore une autre thématique qui est induite par justement ce vote sur les impôts, c'est le fait du Conseil général même et de son fonctionnement, c'est-à-dire de franchir cette cape fatidique des 1000 habitants. Voilà, donc Chavannes-des-Bois a fait un pas énorme ces dernières années. On est passé de 435 habitants 2009 à presque 1000 habitants à ce jour. Et donc la question se pose lors du franchissement de la barrière des 1000 habitants. On passera automatiquement à un conseil communal. Donc il y a eu une proposition de 2 anciens présidents du conseil justement d'aller dans ce sens. Voilà, passer les 1000 habitants, ça veut dire que n'importe qui de la commune ne peut plus participer au Conseil général. Pour clore cet entretien, vous aurez donc la prochaine séance du Conseil général. Ce sera le 10 décembre prochain. Comment allez-vous élaborer votre budget 2019 en sachant qu'il a tout d'abord été élaboré sur la base de cette hausse d'impôts proposée par la municipalité ? Alors, la municipalité s'est réunie quelques jours après le dernier conseil pour réanalyser le budget en fonction de la décision du conseil. Elle a fait un effort considérable pour réduire davantage l'enveloppe. Maintenant, la proposition est dans les mains de la commission des finances et puis on verra bien ce que ça donnera lors du prochain conseil du 10 décembre. À Prangin, un vote crucial pour l'avenir du district aura lieu ce mardi 3 décembre. Le conseil communal de Prangin décidera s'il souhaite ou non que sa commune reste au sein de Région de Nyon. À quelques jours de ce vote, le conseil régional a tenu à sensibiliser l'opinion en détaillant les mérites de l'action régionale. Il donne également rendez-vous aux communes du district pour un grand forum au mois de février 2019. Un sujet signé Rodolphe Henner. Un vote crucial ou symbolique, c'est selon. Mardi prochain, le conseil communal de Prangin, en réponse à la motion d'un conseiller communal, décidera s'il reste ou non au conseil régional du district de Nyon. La municipalité s'est penchée bien sûr sur cette motion avant de rédiger son préavis et est arrivée à la conclusion de recommander finalement au conseil communal de ne pas accepter cette motion et de maintenir son adhésion à l'association Région de Nyon. Si la municipalité pranginoise soutient officiellement le maintien dans le giron de Région de Nyon, le vote de mardi s'annonce toutefois très serré.
On peut imaginer qu'il y aura deux rapports, un de majorité, peut-être un rapport de minorité. Donc tout le monde s'exprimera et je crois que le débat, encore une fois, de fond sera intéressant et ça sera aux conseillers de se déterminer. À quelques jours de cette échéance cruciale, le Conseil régional a donc décidé de lancer une ultime offensive de communication en tenant une conférence de presse mercredi matin. But de l'opération, convaincre les citoyens de ce district, et ceux de Prangin particulièrement, du bien fondé de l'association intercommunale. On espère, dans ce contexte, qu'on puisse faire porter quand même la voix de la région, ce d'autant que certains citoyens pranginois sont venus nous poser la question de savoir mais qui était à la base de ce questionnement ou de cette volonté de sortie. Donc on a trouvé que c'était assez logique que la région puisse faire passer certaines informations, explique que pour nous, c'était important que Prangin reste et qu'elle prenne une décision réfléchie par rapport à ça et qu'on inscrit notre action dans l'intérêt du citoyen pranginois plus que dans l'intérêt des caisses de la commune de Prangin. Et le message à faire passer est clair. Région de Nyon a pour but premier d'améliorer la vie des habitants du district. Bien entendu, nous sommes une association intercommunale qui se met au service des communes, mais on se met au service des communes pour servir l'intérêt des citoyens de notre district. Et notre action, qu'elle soit au niveau du transport, qu'elle soit au niveau sportif, qu'elle soit au niveau culturel, elle vise l'intérêt du citoyen du district. S'il y a des prestations qui sont offertes dans une commune voisine ou dans l'ensemble du district, c'est toujours des prestations qui profitent à l'ensemble des habitants. Autre argument en faveur de Région de Nyon, l'argent investi et celui perçu. On a reçu, que ce soit de la part de la Confédération, que ce soit de la part du canton ou que ce soit de la part de support de tiers, sur les 10 dernières années, on a pu lever 220 millions pour notre région. Et puis sur ces 220 millions, on a levé, pour pouvoir fonctionner un conseil régional, à peu près 18 millions. Sur ces 18 millions, 9 ont été redonnés directement aux citoyens sous forme d'aide à la culture, d'aide au sport et différentes prestations concrètes. Et 9 millions ont servi au coût de fonctionnement. Donc si vous faites un rapport entre ces 9 millions et 220 millions, vous vous rendez compte qu'on a une action très concrète dans l'intérêt du citoyen. Reste le scénario catastrophe. Prangin décide effectivement, mardi 3 décembre, de quitter le conseil régional. Alors je pense de toute façon un impact il y aura. Si Prangin part, il va falloir faire face à vraisemblablement une position un petit peu négative qui risque de se répandre. Dans la mesure où on recommande le maintien et que le vote va à l'encontre de ce positionnement, ça sera un désaveu pour la municipalité, bien sûr. Prangin restera-t-il au sein du conseil régional? Réponse mardi 3 décembre. Le mérite citoyen 2018 de la ville de Nyon a été remis ce lundi aux entrepreneurs Christian et Thierry Perrin. Madeleine Forel est quant à elle couronnée pour son engagement citoyen. Les réactions au micro de Florian Cavalieri. Lundi soir, Nyon décernait pour la 4e fois son mérite citoyen. Et cette année, 3 personnalités ont été honorées, Madeleine Forel et les frères Christian et Thierry Perrin. Je ne m'attendais pas du tout à recevoir cette honorable récompense. C'est un grand plaisir et puis ça récompense beaucoup d'années d'engagement. Beaucoup d'émotions en tout cas. Honneur aux dames, Madeleine Forel, c'est 80 printemps au compteur, mais 22 moins lorsqu'elle vous regarde de ses yeux bleus. Elle a été honorée pour son investissement sans faille au sein de la société civile, en étant présidente de la Vivo, l'association de défense et de détente des retraités. Depuis 60 ans maintenant, je suis rentrée, j'avais 21 ans, voilà, et j'y suis restée comme membre du comité, caissière et ensuite présidente. Mais Madeleine Forel, c'est aussi un monument de la vie politique nyonnaise, elle qui a passé un demi-siècle sur les bancs du conseil communal. Il y a beaucoup d'anecdotes, il y a eu beaucoup de moments d'amitié. J'espère que l'ambiance est toujours pareille, ça je n'en sais rien. Mais je trouve bien en ce sens qu'il y a plus de jeunes que de montants au conseil communal. Et ça c'est une dynamique qui est valable, quoi. Autre monument de la vie politique et civile nyonnaise, Thierry et Christian Perrin. Christian Perrin, c'est des noces de topaz avec le conseil communal, dont il est encore l'un des piliers, soit 44 ans d'engagement. Bien sûr, et puis bon, c'est aussi les sociétés locales. Donc, j'ai été président de l'abbaye, j'ai été au comité du Stade Nyonnais à une certaine époque.
J'ai quand même pas mal travaillé pour les sociétés locales avec un immense plaisir. J'ai présidé le 100e du Cercle des nageurs de Nyon. J'ai donné un sérieux coup de main à la fanfare aussi, donc oui, bon, c'est vrai. Mais bon, né à Nyon, vivant à Nyon, ça me paraît assez normal. Perrin, c'est aussi un nom qui résonne loin au-delà du district, puisque l'entreprise paternelle développée par Christian et son frère Thierry a contribué à bâtir Nyon. On n'est pas les seuls à avoir construit à Nyon, bien sûr, mais on en a fait pas mal, oui. Puis bon, il faut quand même considérer une chose, c'est qu'on a quand même beaucoup fait avant de génie civil, à savoir tout ce qui est canalisation, terrassement, route et tout ce qu'on veut, mais pas vraiment de bâtiment. C'est relativement récent qu'on fait du bâtiment. Perrin Frères SA, c'est 350 emplois répartis entre Nyon et Gland, une entreprise centenaire qui défend des valeurs telles que la responsabilité sociale et environnementale, la formation. Vous avez dit patron humaniste? Je ne sais pas trop ce que ça veut dire un patron humaniste. Disons qu'on a le respect de nos employés, oui. Et puis on cherche, comme toute entreprise familiale, le profit immédiat n'est pas la chose qui nous importe. C'est beaucoup plus le long terme qui nous importe. Et c'est par ce biais-là qu'on réussit à traverser les crises aussi. Conscients de leur rôle social, les deux frangins ont toujours soutenu les sociétés locales et régionales. Il n'y a pas une association qui n'ait profité de leur soutien, souvent dès leurs prémices. Le Paléo n'est qu'un exemple parmi d'autres. On n'est pas les seuls, hein. Daniel est vraiment la cheville ouvrière, mais on a donné un support pour qu'ils réussissent à continuer, à poursuivre après des débuts un peu difficiles. Dans les projets qu'on soutient, c'est des projets qu'on va soutenir parce qu'on y croit, on s'implique dedans. Il n'y a pas toujours des succès, mais globalement, si le projet réussit à se développer, pour nous c'est un succès et pour le porteur de projet aussi. En 2019 aura lieu la 5e édition de ces citoyens méritants de par leur engagement dans la vie associative ou politique nyonnaise. Départ au pas de course avec le défi fou des sapeurs-pompiers en faveur du Téléthon. Le Léman Running Tour 2018, c'est l'objectif de réaliser le tour complet du Léman lors d'une course à pied organisée sur 2 jours, les 6 et 7 décembre. Et on en parle avec Yannick pour le prix d'un. Ça va être dur de ne pas se tromper, mais je vais essayer. Bonjour messieurs. Bonjour. Donc le Léman Running Tour 2018, comment est née l'idée? Yannick, Arnoux, on va commencer par vous. Alors c'est né juste après l'édition 2017 du Téléthon qu'on organisait à Oron. On s'est retrouvés en petit comité et puis on avait envie de remettre le sport au cœur du défi. À savoir que chaque année on propose un défi d'une certaine ampleur au niveau du Téléthon à Oron. On a fait par exemple un ourson grimpeur géant qui fonctionne sur la base de ce qu'on connaît pour les jeux d'enfants, vous savez, avec 2 cordes qu'on tire simultanément pour faire grimper l'ourson. Puis là, on avait envie de faire un ourson de taille un petit peu plus grande. On est parti sur un ourson d'1,5 tonne, soutenu par une grue de 30 mètres et puis tiré par une vingtaine de lutteurs. Il fallait des gens encore plus sportifs, voilà. des pompiers. Des lutteurs pour le coup, oui. Et puis voilà, c'était un petit peu dans cette succession de défis du style qu'on avait envie de remettre le sport au cœur du défi et puis qu'est venue l'idée du Léman Running Tour pour cette année. Mais en tant que pompier, on imagine que le physique est là. Yannick Rivel, donc qu'est-ce qui vous fascinait ou qu'est-ce qui vous donnait envie pour participer justement à cette manifestation? Alors c'est vrai que le Téléthon, c'est quelque chose qui est soutenu par les pompiers de Suisse de manière générale depuis très longtemps. Et puis c'est toujours important pour nous de pouvoir œuvrer pour ça. Avec le SDIS-Nyondol, avec Terre Sainte, avec Gland, on a été associés en étant une ville étape, on va dire, par rapport au Léman Running Tour, en dehors des autres manifestations usuelles qui se déroulent pour le Téléthon. Et vous y participez concrètement à la course ou vous êtes juste là pour coordonner le tout? Alors concrètement, sur la partie locale, que ce soit la caserne à Coppet, ou bien la caserne de Nyon ou de Gland, on a une partie ravitaillement pour les athlètes qui font qu'une étape, vu que c'est possible de courir aussi qu'en différentes étapes, avec des participants de chacun de ces 3 SDIS qui va courir une étape ou un petit peu plus long. Certains vont jusqu'à Saint-Pré, à Lausanne ou même Oron. Et puis un athlète du SDIS-Nyondol qui va faire aussi l'entier du tour. Il s'est préparé physiquement pour ce tour du Léman? Pas besoin parce que c'est trop facile pour lui. C'est quand même quelques kilomètres. Il a l'habitude des courses d'endurance, mais il a quand même une petite préparation à faire, effectivement. Yannick, Arnoux, comment ça se passe concrètement si on veut s'inscrire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Où est-ce qu'on doit aller?
Alors, pour les inscriptions au niveau des coureurs, on arrive gentiment au terme parce qu'on doit planifier tout ce qui est rapatriement des coureurs qui partent d'une étape. Il faut les rapatrier sur place, sur leur étape de départ. Il y a encore quelques places qui sont disponibles pour la dernière étape du Tour. Ce sera la seule étape qui va se faire sur une route entièrement hermétique au trafic. Toutes les autres étapes se feront avec la circulation habituelle sur le tracé. Donc c'est pour ça qu'on est un peu limité aussi au niveau du nombre de participants sur les différentes étapes. Mais pour la dernière étape qui fera Mézières à Oron, là on n'a pas de nombre limite de participants et puis les gens peuvent nous contacter directement en passant par notre site internet. Donc on voit là les points de ravitaillement au fur et à mesure du parcours. Exactement. Alors la carte a un tout petit peu évolué depuis. Mais dans l'idée, c'est ça. Et puis, donc sur cette dernière étape, possibilité de s'inscrire en passant par notre site internet www.lrt2018.ch. On sait que ce Téléthon, c'est toujours un petit moment magique au fait, pour les gens qui viennent. C'est toujours du bonheur que vous avez envie de donner aux citoyens. Pourquoi c'est important que cette manifestation, elle, perdure, Yannick Rivel, selon vous ? C'est quelque chose qui est devenu une tradition depuis de nombreuses années, ce soutien de part souvent des actions effectuées par les services de secours pour ces maladies rares de différents domaines en Suisse. Et puis c'est quelque chose qui est traditionnel, toujours début décembre chaque année. Mais est-ce que les gens ont encore conscience quelque part du don qu'ils font en faveur du Téléthon et que ça va justement en faveur de ces maladies, ou est-ce qu'il faut le répéter et sans cesse communiquer ? Je pense que les gens en sont encore conscients, mais c'est important quand même de toujours continuer à le communiquer, à faire des actions, à sensibiliser les personnes sur ces éléments-là et le pourquoi ils le font, pourquoi c'est important. Et c'est aussi pour ça qu'on a différentes autres manifestations chaque année dans les communes de la région par rapport à ça. Justement, venons-en aux autres manifestations autour du district. Vous avez préparé la petite feuille, plusieurs dates à nous donner, je crois. Alors on a 4 événements en dehors du Léman Running Tour dans la région. Ça commencera le vendredi 7 décembre en soirée avec une soirée raclette à Coppet, organisée par le SDIS Terre Sainte. Et puis le samedi 8 décembre, on a 3 événements répartis sur la région. Tout d'abord à Saint-Cergue, dès 10h30, toute la journée, un stand, différentes animations, démonstrations des jeunes sapeurs-pompiers, suivis par une soirée raclette et karaoké aussi. Alors qu'à Prangin, dans la matinée, donc de 9h à 13h, la vente des traditionnelles peluches du Téléthon, un petit stand avec différents éléments pour se restaurer, ainsi que l'exposition d'un véhicule du SDIS Nyons-d'Aule. Et puis le soir, à Gland, dès 18h, une soirée raclette également pour soutenir ce Téléthon, juste avant l'arrivée des coureurs dans notre région, qui sera au milieu de la nuit de vendredi à samedi. Donc voilà, il y en aura pour tous les goûts, pour les moins sportifs aussi. Yannick Arnaud, est-ce qu'on pourrait imaginer une autre édition du Léman Running Tour à part le Téléthon ? C'est une excellente question. Alors pour dire vrai, on avait vraiment... non, alors pas du tout. Non, on y a réfléchi quand même un petit peu. L'idée première, c'était vraiment de faire du one-shot, donc juste une édition, celle-ci, pour marquer les esprits, nous soutenir dans la collecte de dons pour cette édition-là du Téléthon. Et puis nous verrons après si d'autres ont envie de reprendre le flambeau. Personnellement, vous y participez ? Alors oui, moi j'y participe en tant que directeur de course. Donc, pour tout chapeauter un peu le... Non, pas moi. Non. Je garderai une certaine distance pour avoir une vue globale sur le déroulement de l'événement. Merci, messieurs, d'avoir été avec nous. Et puis, je crois que c'est l'occasion de le dire, bonne fête de fin d'année à vous. Merci beaucoup. Pour terminer cette édition, levée de rideau sur les métiers de l'opéra avec notre série. Cette semaine, on s'intéresse aux accessoiristes. Sur scène, Carmen. Derrière les rideaux, plus d'une 70aine de personnes qui travaillent dans l'ombre. Aujourd'hui, on lève le voile sur le métier d'accessoiriste. Ces petites mains qui s'occupent de tout ce qui n'est ni décor ni costume. Accessoiriste consiste à s'occuper de tout ce qui concerne les objets, meubles, toile aussi, parce que le service, donc c'est un service de tapissier accessoiriste. Si tous ne sont pas d'accord sur la définition d'un accessoire, la plupart s'accordent à dire que les objets doivent pouvoir se porter à deux mains. Les accessoiristes se mettent surtout en 4 pour trouver pile le bon objet. Ce sont d'ailleurs des habitués des puces et des brocantes et sont même de très bons bricoleurs. Tu as le fourreau, toi, de Zuniga ? Il y a 2 équipes d'accessoiristes. On a une équipe d'atelier
qui fabrique les accessoires, qui les confectionne, voire qui les répare. Et on a une équipe de plateau qui est donc sur les spectacles, les répétitions, et qui répare aussi, on doit savoir un petit peu se débrouiller avec un peu tous les matériaux pour réparer rapidement ou quand c'est nécessaire. Au total, pour Carmen, ce sont 6 accessoiristes. Ensemble, ils suivent les souhaits du metteur en scène et du décorateur à la lettre. Oui, on a une organisation qui est préparée en amont avec une conduite et une mise. Une mise, c'est tout ce qui peut être préparé avant la représentation. Et la conduite, c'est tous les mouvements des accessoires pendant la représentation. Donc nous, effectivement, on établit ces 2 documents pour pouvoir après faire tout le spectacle. On a un régisseur qui va donner des tops aussi précis par rapport des fois à certains mouvements. Donc nous, on est concernés aussi des fois par ces tops, comme des fois on va indépendamment faire des choses parce qu'on sait qu'à tel moment, on a tel chanteur qui doit rentrer qu'un fusil, qui doit rentrer avec un couteau. On doit être là pour le briefer ou pour en tous les cas regarder qu'il prenne bien son accessoire. Et on gère aussi toute la sortie des accessoires et de certains mouvements de meubles. Donc on est présent comme ça de chaque côté du plateau, jardin, cour, pour assurer tous ces mouvements. De chaque côté, la salle est prolongée par les dégagements. C'est là que les artistes vont patienter en attendant de rentrer sur scène. C'est là aussi que sont stockés une partie des accessoires ou des décors, tous rangés par catégorie pour faciliter les entrées et sorties de scène. Ici, rien de difficile, tout est question d'organisation. Les difficultés, ça peut être des fois au niveau du plateau, ça peut être un précipité où il ne faut pas se tromper, il faut aller très vite et puis il faut être en accord avec les autres. Donc là, ça peut être je dirais plus des défis que des réelles difficultés. Et puis autrement, voilà, beaucoup de plaisir surtout parce que des moyens extraordinaires. Coucou. Voilà, on est effectivement dans une autre réalité qui en est aussi une. Et puis en général qui nous parle de notre réalité tout en nous emmenant soit dans des questionnements, soit dans des rêves, soit dans notre imaginaire. Donc la magie, de toute façon, elle se fait parce que vous rencontrez aussi, je dirais, plein de circonstances qui font qu'à un moment donné, ça se passe, malgré des fois des problèmes, des difficultés. Enfin, merci à vous, accessoiristes, de nous avoir offert vos coffres à secret. Et on reste du côté festif avec le Paléo qui a dévoilé ce mercredi l'affiche de l'édition 2019. La voici, elle est encore toute chaude. La 44e édition aura lieu du 23 au 28 juillet avec un village du monde aux couleurs du Québec. Pour les cadeaux de Noël, possibilité donc d'acheter les billets du mardi 4 au vendredi 21 décembre. Et puis la possibilité d'obtenir le nouveau billet Flex à 99 francs qui vous garantit un titre d'entrée pour n'importe quel soir. Autre cadeau Noël, toujours du côté des festivals avec le Caribana qui a lancé une partie de sa programmation. L'édition aura lieu du 5 au 8 juin. Morchiba, Bastien Becker, Franz Ferdinand ou Caravane Palace. Toutes les informations sur caribana-festival.ch. Et puis, puisque c'est Noël, l'occasion également de vous parler du sapin solidaire qui prendra place au cœur de la ville de Nyons, sur la place du Château, dès ce samedi 1er décembre, avec des contes à 11h, mais aussi des chants de Noël à 15h. Le principe des cartes accrochées avec le souhait de chaque enfant. Chacun pourra venir cueillir une carte, acheter un cadeau et le ramener emballé aux bénévoles installés sur la place du Château. Ça s'appelle Sapin solidaire. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. Prenez soin de vous.